septembre 1567. Dans son palais d'Agra, Akbar vient d'apprendre une nouvelle qui le fait bouillir de rage. Baz Bahadur, ce rebelle afghan qu'il traque depuis des mois, a trouvé refuge à Chittor. Rana Uday Singh du Mewar l'a accueilli à bras ouverts, lui offrant protection contre l'empereur moghol. C'est une gifle publique. Tous les autres royaumes Rajputs ont accepté la suzeraineté d'Akbar. Raja Barmal d'Amber lui a même donné sa fille en mariage. Mais le Mewar, le plus prestigieux de tous, refuse obstinément de s'incliner. Pire encore, il abrite les ennemis de l'Empire. Akbar a 25 ans. Il règne depuis une décennie et a déjà écrasé plusieurs rébellions. Les Ouzbeks qui menaçaient son trône ont été anéantis. Les petits royaumes du Rajasthan ont plié l'un après l'autre. Mais Chittor reste debout, arrogant, défiant. Cette forteresse n'est pas qu'un simple fort, c'est un symbole. Perchée à 180 mètres au-dessus des plaines, s'étendant sur 700 acres, protégée par des murailles titanesques, elle incarne la fierté rajpute. Celui qui contrôle Chittor contrôle la route vers Gujarat et ses ports lucratifs, vers Malwa et ses richesses, vers le Deccan et ses territoires infinis. L'empereur convoque ses généraux. La décision est prise. Chittor doit tomber août 1567. Akbar quitte officiellement Agra pour un pèlerinage au tombeau du saint soufi Khwaja Moinuddin Chishti à Ajmer. C'est la version officielle. En réalité, c'est une mobilisation militaire massive déguisée en voyage religieux. Les armées mogholes des provinces voisines convergent vers Ajmer. Des contingents arrivent du Punjab, du Malwa, de l'Awad. L'artillerie est mise en route, traînée par des éléphants et des bœufs. Les forgerons, les charpentiers, les maçons, tous les corps de métier nécessaires à un siège long rejoignent l'expédition. Le 20 octobre 1567, l'armée atteint les abords de Chittor. 60 000 hommes, des centaines de canons, 5 000 artisans et bâtisseurs. C'est la plus grande force jamais rassemblée contre une forteresse rajpute. Un orage éclate au moment où l'armée arrive. La foudre zèbre le ciel, la pluie s'abat violemment. Les soldats y voient un mauvais présage, mais Akbar refuse de reculer. Quand l'orage se calme, la forteresse apparaît enfin clairement dans la lumière du soir. Les murailles de Chittor se dressent au sommet de leur colline, massives et imperturbables. Aucune brèche visible, aucun point faible apparent. Les défenseurs sur les remparts observent l'armée moghole s'installer dans les plaines. Ils savent ce qui vient. Akbar fait ériger une colonne de calcaire de 9 mètres, appelée la lampe d'Akbar. Cette balise marque l'emplacement du quartier impérial et servira de point de ralliement la nuit. Le camp s'étend sur 15 kilomètres. Des milliers de tentes blanches fleurissent dans la plaine comme des champignons géants. À l'intérieur de Chittor, Rana Uday Singh réunit son conseil. L'atmosphère est tendue. Chacun connaît la gravité de la situation. L'armée moghole est 10 fois supérieure en nombre. Leur artillerie peut pulvériser n'importe quelle défense. Les ministres parlent d'une seule voix. Le Rana doit partir. Rester à Chittor signifie la mort certaine pour lui et toute la famille royale. Si le Mewar perd son souverain, le royaume meurt avec lui. Mais s'il survit, la résistance peut continuer ailleurs, dans les montagnes, dans les forêts. Le prince Pratap se lève, furieux. Il a 27 ans et le sang chaud de la jeunesse. Pour lui, cette proposition est une lâcheté pure. Un Rana ne fuit pas, il se bat jusqu'à la mort. Abandonner Chittor, c'est trahir tous les ancêtres qui l'ont défendu avant eux. Mais les arguments stratégiques finissent par l'emporter. Le Mewar est plus qu'une forteresse. C'est un peuple, une terre, une continuité dynastique qui remonte à des siècles. Sacrifier le Rana pour sauver Chittor n'a aucun sens si cela condamne le royaume tout entier. Uday Singh accepte finalement de partir. Mais quelqu'un doit rester pour défendre le fort. On ne peut pas simplement l'abandonner sans résistance. Ce serait une humiliation pire que la défaite. 2 hommes se portent volontaires immédiatement. Le premier est Jaimal Rathore. Ancien chef de Merta, il a perdu son territoire face aux Moghols en 1562. Uday Singh lui a offert refuge et le Jaghir de Bednor. Jaimal a une dette d'honneur envers le Mewar. C'est le moment de la payer. Le second est Pata Sisodia, aussi appelé Fateh Singh. Il n'a que 16 ans, mais son courage est légendaire. Cousin éloigné de la famille royale, il refuse de voir Chittor tomber sans combat. Sa jeunesse brûle d'une soif de gloire qui impressionne même les vétérans. 8000 guerriers rajputs choisissent de rester avec eux. Pas un seul n'est forcé. Chacun sait parfaitement ce qu'il attend. Ils vont mourir, mais ils mourront en combattant, l'épée à la main. Fidèles à l'honneur rajput. 40 000 paysans des villages environnants se réfugient également dans la forteresse.
cherchant protection derrière ses murs épais. Avant de partir, Uday Singh organise l'approvisionnement du fort. Des tonnes de grains sont stockées, des munitions en quantité massive, des armes de toutes sortes. Il fait même venir 1000 mousquetaires de Kalpi, tireurs d'élite réputés dans toute l'Inde. Puis le Rana quitte Chittor, avec sa famille et ses meilleurs guerriers. Ils disparaissent dans les collines de l'Aravalli, vers Gogunda, et les forêts où l'armée moghole ne pourra pas les poursuivre facilement. Uday Singh fondera bientôt une nouvelle capitale. Udaipur, Jaimal et Pata restent seuls face à 60 000 ennemis. Le 23 octobre, les Moghols lancent leurs premières attaques. Akbar veut une victoire rapide. Il a déjà passé des semaines à rassembler son armée. Chaque jour supplémentaire coûte une fortune en approvisionnement. Ses troupes se ruent vers les murailles, échelles en main, cordes à la ceinture. Il pense submerger les défenseurs par le nombre pur. C'est une erreur fatale. Les Rajputs déchaînent un enfer. Des milliers de flèches s'abattent sur les assaillants. Les mousquetaires de Kalpi tirent avec une précision mortelle. Des pierres énormes sont catapultées depuis les remparts. De l'huile bouillante est versée sur ceux qui atteignent le pied des murailles. Les Moghols reculent en désordre, laissant des centaines de morts derrière eux. Akbar ordonne un deuxième assaut, puis un troisième, puis un quatrième. Chaque fois, c'est le même résultat. Les attaquants se brisent contre les défenses de Chittor comme des vagues contre une falaise. Après une semaine d'assauts sanglants, Akbar comprend qu'il ne prendra jamais le fort par la force brute. Les murailles sont trop hautes, trop épaisses. Les défenseurs trop déterminés et trop bien organisés. Les pertes mogholes atteignent déjà 200 hommes par jour. Les chroniqueurs persans mentionnent que l'empereur lui-même échappe plusieurs fois à la mort pendant cette période. Une flèche frôle sa tête, un boulet de canon manque de l'écraser. Les défenseurs ne font pas de prisonniers et ne respectent aucun rang. L'empereur doit changer de tactique. Début novembre, Akbar convoque ses ingénieurs militaires. Le message est clair. Si on ne peut pas passer par-dessus les murailles, on passera par-dessous. Ou à travers. 5000 bâtisseurs expérimentés sont mobilisés. Des maçons, des charpentiers, des sapeurs mineurs. Leur mission, construire des sabbats et creuser des tunnels minés. Le sabbat est une invention moghole redoutable. C'est une tranchée couverte qui avance progressivement vers les murailles ennemies. Le toit, fait de bois épais recouvert de terre et de peau mouillée, protège les soldats des projectiles. À l'intérieur, les hommes peuvent se déplacer en sécurité et transporter de l'artillerie, lourde jusqu'au pied des remparts. Les Moghols commencent à la construction de plusieurs sabbats pointant vers différentes sections des murailles. Le travail est lent et méthodique. Chaque nuit, les Rajputs lancent des raids désespérés pour détruire ces constructions. Des combats féroces éclatent dans l'obscurité. Les hommes s'éventrent à l'épée, se poignardent, se fracassent le crâne. Mais les sabbats continuent d'avancer, mètre par mètre. Parallèlement, les sapeurs creusent des tunnels sous les fondations des murailles. Le but est de placer des charges explosives massives qui feront s'effondrer des sections entières de remparts. Ce travail souterrain est épuisant et dangereux. Les galeries peuvent s'effondrer à tout moment. Les Rajputs, de leur côté, creusent des contre-mines pour intercepter les tunnels ennemis. Pendant ce temps, 3 batteries d'artillerie bombardent le fort sans relâche. Akbar a fait fondre sur place un canon gigantesque, long de plus de 4 mètres. Les Moghols possèdent aussi des mortiers capables de lancer des projectiles de 1400 kilos. Ces monstres d'acier crachent la mort jour et nuit. Les murs de Chittor tremblent sous les impacts. Des pans entiers de maçonnerie s'effondrent. Mais à chaque brèche ouverte, les défenseurs réagissent avec une efficacité stupéfiante. Ils comblent les trous avec des sacs de terre, des poutres, des débris. Ils réparent plus vite que les Moghols ne peuvent détruire. Jaimal et Pata sont partout à la fois. Ils dirigent les réparations, organisent les contre-attaques, maintiennent le moral des troupes. Leur présence constante sur les remparts galvanise les défenseurs. Les semaines passent. Novembre devient décembre. Le siège entre dans son 2e mois. Le 17 décembre marque un tournant dans le siège. Après 58 jours d'efforts acharnés, les sapeurs moghols atteignent enfin les fondations des murailles. 2 mines sont prêtes, bourrées de poudre noire. L'explosion devrait créer des brèches suffisamment larges pour permettre un assaut massif. Akbar donne l'ordre de faire détonner la première mine. L'explosion est assourdissante. Un pan de muraille s'effondre dans un nuage de poussière et de fumée. Les troupes d'assaut moghols se préparent à charger, mais la détonation a un effet imprévu. L'onde de choc déclenche prématurément l'explosion de la seconde mine, qui n'était pas encore prête. 200 soldats moghols qui se trouvaient
près de cette mine sont instantanément pulvérisés. Le chaos s'installe dans les rangs des assaillants. Les Rajputs, comprenant immédiatement ce qui vient de se passer, contre-attaquent avec une férocité démoniaque. Ils se ruent par la brèche, tuant tout ce qui bouge, repoussant les Moghols qui tentent d'entrer, pendant que les combats font rage. Des équipes de Rajputs travaillent à une vitesse folle pour sceller la brèche. En quelques heures, le trou est comblé avec des sacs de sable, des poutres, des pierres. Quand la nuit tombe, la muraille est de nouveau continue. Akbar est furieux. Il a perdu 200 hommes d'élite dans cette débâcle, et la brèche tant attendue a été refermée avant qu'il puisse l'exploiter. Le siège qui devait durer quelques semaines entre maintenant dans son 3e mois. L'empereur fait un vœu solennel. Il promet au saint soufi Khwaja Moïnuddin Chishti de visiter son tombeau pieds nus s'il obtient la victoire. Il intensifie le bombardement. Les 3 batteries tirent maintenant sans interruption, de jour comme de nuit. À l'intérieur du fort, les conditions se détériorent. Le bruit constant des explosions rend le sommeil impossible. Les bâtiments s'effondrent. Les réserves d'eau commencent à baisser. Mais les défenseurs tiennent bon. Ils n'ont perdu que 40 guerriers dans l'explosion des mines contre des centaines de Moghols. Janvier 1568. Le siège entre dans son 4e mois. L'hiver rajasthanais est froid, surtout la nuit. Les soldats des 2 camps grelottent dans leur position. Mais personne ne recule. Les sabbats ont maintenant atteint les murailles. Protégés par ces tranchées couvertes, les équipes d'artillerie mogholes peuvent positionner leurs canons à bout portant des remparts. C'est exactement ce qu'Akbar attendait. Le bombardement à courte distance est dévastateur. Les boulets de canon frappent les murailles avec une force colossale. Les pierres volent en éclats. Des fissures apparaissent, s'élargissent, deviennent des crevasses. Les Rajputs travaillent jour et nuit pour réparer les dégâts, mais ils commencent à manquer de matériaux. Les réparations deviennent de plus en plus précaires. Les brèches restent ouvertes plus longtemps avant d'être colmatées. Le 22 février 1568 au soir, les Moghols réussissent enfin ce qu'ils tentent depuis des semaines. Une coordination parfaite entre plusieurs batteries crée des brèches simultanées à différents endroits des murailles. Pour la première fois depuis le début du siège, les défenseurs ne peuvent pas réparer assez vite. Jaimal Rathor, comprenant la gravité de la situation, descend personnellement superviser les réparations sur l'un des remparts les plus endommagés. C'est un travail qui doit se faire de nuit pour éviter les tirs directs de l'artillerie. Dans l'obscurité, les torches des défenseurs créent des cibles parfaites. Depuis son camp, Akbar observe les remparts à travers une longue vue. Dans la lueur des incendies et des torches, il remarque une silhouette qui se détache clairement. Les vêtements de cette personne, même à distance, indiquent son importance. C'est visiblement un chef. L'empereur saisit son mousquet personnel, une arme qu'il appelle 100 grammes et dont il est très fier. Il ajuste sa visée, retient son souffle, presse la détente. La balle part en sifflant dans la nuit. Elle traverse l'espace entre le camp moghol et les remparts. Elle frappe Jaimal à la jambe, brisant l'os. Le héros de Chittor s'effondre. Ses hommes se précipitent, le traînent à l'abri. La blessure est grave. Jaimal ne peut plus marcher. Il ne pourra plus diriger les défenses depuis les remparts. À l'aube du 23 février, Pata évalue la situation. Les brèches sont trop nombreuses. Les Moghols vont déferler dans la citadelle dans quelques heures. Jaimal est blessé grièvement. Les défenseurs sont épuisés après 4 mois de siège ininterrompu. Il n'y a plus aucun espoir de victoire. La seule question qui reste est comment mourir. Pata convoque les chefs de clan survivants. La décision qu'il doit prendre est la plus terrible qu'un commandant Rajput puisse envisager. Mais il n'y a pas d'alternative. Il ordonne le johar. Le mot se répand dans tout le fort comme une traînée de poudre. Les femmes savent ce que cela signifie. Elles l'ont toujours su. C'est une possibilité qui plane au-dessus de chaque siège, de chaque bataille perdue. Le johar n'est pas un suicide de désespoir. C'est un acte de résistance ultime. Les femmes Rajput préfèrent mourir libres plutôt que vivre en esclaves. Elles connaissent le sort qui les attend si les Moghols les capturent vivantes. Le viol, l'humiliation, l'esclavage dans des harems lointains. Une existence pire que la mort. Des bûchers sont préparés dans 3 endroits différents du fort. Dans les maisons de Pata, d'Aysar Das Chauhan et de Sasib Khan, 8000 femmes se rassemblent. Des épouses, des mères, des filles, des grands-mères, des enfants dans les bras de leur mère. Elles revêtent leurs plus beaux vêtements, leurs bijoux les plus précieux. Elles se parent comme pour une fête, pas comme pour une exécution. Elles chantent des hymnes de guerre, des chants qui célèbrent le courage et l'honneur. Il n'y a pas de pleurs,
pas de lamentation, seulement une dignité froide et terrible. Ces femmes marchent vers la mort la tête haute, refusant de donner à leurs ennemis la satisfaction de les voir brisés. Les bûchers sont allumés. Les flammes montent haut dans le ciel nocturne, créant 3 colonnes de fumée rouge-orange visibles depuis des kilomètres. La chaleur est si intense que les soldats doivent reculer. Les femmes entrent dans les flammes en chantant. Leurs voix s'élèvent ensemble, puissantes et claires, défiant la mort elle-même. Puis progressivement, les voix s'éteignent. Le crépitement du feu devient le seul son audible. Quand l'aube se lève, il ne reste que des cendres. 8000 femmes ont choisi la liberté de la mort plutôt que l'esclavage de la vie. Dans les cours du fort, les 8000 guerriers Rajputs survivants se réunissent. Ils ont vu les flammes du Johar. Ils savent ce que cela signifie. Leurs femmes, leurs filles, leurs mères sont mortes. Il n'y a plus rien à protéger maintenant, sauf l'honneur. Maintenant vient le Saka, le dernier combat. Chaque homme revêt des vêtements couleur safran. Cette teinte orangée est le symbole du sacrifice suprême dans la tradition Rajpute. Celui qui porte le safran a déjà renoncé à la vie. Il ne se bat plus pour gagner, mais pour mourir glorieusement. Ils s'échangent des feuilles de bétel, geste rituel d'adieu fraternel. Ils mangent ensemble leur dernier repas. Du pain, du lait caillé, des aliments simples pour un dernier moment de communion. Puis ils vérifient leurs armes, aiguisent leurs épées jusqu'à ce qu'elles puissent couper un cheveu. Pendant leurs arcs, chargent leurs mousquets. Chacun sait qu'il va mourir dans les prochaines heures. La seule question est, combien d'ennemis emmènera-t-il avec lui? Jaimal, malgré sa blessure, refuse de rester en arrière. Son frère Kala le charge sur ses épaules. Ensemble, ils formeront une créature de guerre à 4 bras. Jaimal brandira son épée depuis le dos de Kala, qui maniera la sienne en courant. Pata harangue les guerriers une dernière fois. Il a 16 ans, mais sa voix porte une autorité qui transcende son âge. Nous ouvrirons les portes. Nous chargerons. Nous mourrons, mais notre nom vivra éternellement. Que les Moghols se souviennent de ce jour comme du jour le plus sanglant de leur histoire. Que chaque pierre de Chittor soit payée en sang ennemi. Les guerriers rugissent leur approbation, frappant leurs épées contre leurs boucliers, dans un fracas métallique assourdissant. Le 23 février 1568. C'est le jour du festival hindou de Holi, célébration joyeuse des couleurs et du printemps. Mais à Chittor, ce jour sera peint exclusivement en rouge. À l'aube, les portes du fort s'ouvrent en grand. Les Moghols, qui s'apprêtaient à lancer l'assaut final, restent un instant paralysés par la surprise. Les portes de Chittor, qu'ils tentent de forcer depuis 4 mois, s'ouvrent soudain d'elles-mêmes. Puis ils voient sortir une marée humaine vêtue de safran. 8000 Rajputs qui se ruent vers eux en hurlant leurs cris de guerre. Mieux vaut mourir que vivre déshonoré. Le choc est d'une violence inimaginable. Les Rajputs se battent avec une fureur née de la certitude de la mort. Ils ne cherchent pas à survivre, ils cherchent à tuer. Chaque coup d'épée est porté sans retenue, sans défense, dans un abandon total. Les premières lignes mogholes sont littéralement balayées. Les soldats de l'empereur, malgré leur supériorité numérique écrasante, reculent face à cette charge suicidaire. La violence pure des Rajputs crée un instant de panique dans les rangs moghols, mais l'avantage numérique finit par jouer. 60 000 contre 8 000. Les Rajputs se retrouvent rapidement encerclés, submergés de tous côtés. Ils forment des cercles de défense, dos à dos, se battant contre des vagues successives d'ennemis. Pata est au cœur de la mêlée. Son épée ne cesse de frapper, trancher, pourfendre. Il tue avec une efficacité mécanique, sans émotion, concentré uniquement sur le nombre d'ennemis qu'il peut abattre avant de tomber. Autour de lui, ses hommes s'effondrent un par un. Certains tombent criblés de flèches, d'autres sont transpercés par des lances. D'autres encore sont écrasés sous les charges d'éléphants de guerre que les Moghols lancent dans la bataille. Kala court à travers le champ de bataille, son frère Jaimal toujours sur ses épaules. À eux deux, ils tuent avec une efficacité terrifiante. Les Moghols croient voir un démon à 4 bras surgi de l'enfer, mais une lance finit par transpercer Kala. Les 2 frères s'effondrent ensemble, leurs épées toujours serrées dans leurs mains. Le combat s'étend dans tout Chittor. Les Rajputs refusent de céder un seul mètre de terrain sans le payer en sang. Chaque rue devient un abattoir, chaque maison une forteresse miniature où des guerriers se battent jusqu'à leur dernier souffle. Les heures passent. Les Rajputs sont de moins en moins nombreux. 1000, puis 500, puis 100, puis 50. Pata est parmi les derniers debout. Son corps est couvert de blessures. Son bras gauche pend inutile. Mais il continue de se battre de sa main droite, refusant de tomber.
Une épée moghole le frappe enfin à la poitrine. La lame perce son armure, s'enfonce profondément. Pata vacille. Mais avant de tomber, il trouve la force de tuer encore 3 ennemis, son épée fendant l'air dans des arcs meurtriers. Puis le jeune héros de 16 ans s'effondre enfin, son épée toujours serrée dans sa main morte, son regard fixe tourné vers le ciel. Quand le soleil se couche le 23 février 1568, il ne reste plus un seul défenseur vivant dans Chittor. 8000 guerriers Rajputs gisent morts sur le champ de bataille, souvent entourés de plusieurs cadavres moghols. Ils ont vendu chèrement leur vie. Les pertes mogholes dépassent les 10 000 hommes. Jamais une victoire n'a coûté si cher à Akbar. Akbar entre dans Chittor le soir du 23 février. La citadelle qu'il a tant convoitée est enfin sienne. Mais la victoire a un goût amer. 4 mois de siège, plus de 10 000 morts parmi ses troupes, des centaines de millions de roupies dépensées. Et pourquoi? Des ruines fumantes et des rues jonchées de cadavres. La colère de l'empereur est proportionnelle à sa frustration. Il donne un ordre qui restera une tache indélébile sur son règne, massacrer tous les survivants. Les soldats moghols se déchaînent. Ils tuent les 40 000 paysans qui s'étaient réfugiés dans le fort. Des vieillards qui peuvent à peine marcher. Des femmes enceintes. Des enfants qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Des infirmes qui ne peuvent pas fuir. Les rues de Chittor deviennent des rivières de sang. Les corps s'entassent dans les ruelles, créant des barrages macabres. L'air se remplit de cris, de supplications, de pleurs. Puis, progressivement, le silence retombe. Le silence des tombeaux. Selon Aboul Fazl, le chroniqueur personnel d'Akbar, 30 000 personnes périssent ce jour-là. Le massacre continue jusqu'à l'après-midi du lendemain. Les soldats moghols, épuisés de tuer, finissent par s'arrêter faute de victimes. Akbar ordonne de collecter les cordons sacrés portés par les Rajputs hindous. Ces fils blancs, appelés janeux, sont des symboles religieux que chaque Rajput porte autour du cou. Les Moghols les récupèrent sur les cadavres et les pèsent. Le résultat, 74 mans et demi, soit environ 280 kilos de cordons. Chaque cordon représente un Rajput mort. L'empereur fait inscrire ce chiffre dans les chroniques officielles comme mesure de sa victoire. Jusqu'à aujourd'hui, les nombres 74-5 sont considérés comme maudits par les Rajputs du Rajasthan. Ils symbolisent le massacre de Chittor, le jour où l'honneur s'est payé du prix du sang. Un seul homme ose encore défier Akbar après la chute du fort. Un guerrier nommé Izar Das Chawan émerge des ruines, charge l'éléphant impérial avec une lance et crie « Transmets mes respects au monde entier, ô grand admirateur du mérite ». Il est abattu immédiatement, mais son dernier acte de bravoure entre dans la légende. L'empereur ordonne aussi la destruction systématique de tous les temples hindous et jaïns de Chittor. Le temple des Klingji, vénéré par la famille royale du Méwar depuis des siècles, est rasé. Les idoles sont brisées à coups de masse. Les sculptures sont défigurées. Les Moghols veulent effacer l'âme spirituelle de la citadelle. Le 9 mars 1568, Akbar envoie une lettre triomphale à ses gouverneurs du Punjab. Il y écrit « Nous restons occupés au djihad selon notre pouvoir. Grâce au Seigneur suprême, nous avons occupé plusieurs forts appartenant aux infidèles et établi l'islam. Avec notre épée assoiffée de sang, nous avons effacé les signes de l'infidélité et détruit les temples partout dans l'Hindoustan. Pour Akbar, Chittor n'est pas qu'une conquête militaire. C'est une victoire religieuse, un triomphe de l'islam. Les soldats moghols morts au combat sont proclamés Ghazi, martyrs de la foi. 3 jours après la chute de Chittor, Akbar quitte la forteresse. Fidèle à son vœu, il se rend pieds nus au tombeau de Khwaja Moinuddin Chishti à Ajmer, distant de plus de 100 kilomètres. Il fait ce pèlerinage en marchant, refusant de monter à cheval ou en palanquin. Mais avant de partir, l'empereur accomplit un acte qui surprend tout le monde. Il ordonne la construction de statues monumentales de Jaimal et Pata. Ces sculptures, montées sur des éléphants de marbre noir, seront érigées devant la porte principale du fort d'Agra. Pourquoi honorer ainsi ses ennemis les plus acharnés? Les historiens débattent encore de cette question. Certains pensent qu'Akbar voulait humilier les Rajputs en exhibant leurs héros comme trophées de guerre. D'autres croient qu'il reconnaissait sincèrement leur courage exceptionnel. La vérité se trouve probablement entre les deux. Akbar était un homme de contradiction, capable d'ordonner le massacre de 30 000 innocents, mais aussi d'admirer la bravoure de ceux qui lui ont résisté.
Conquérant impitoyable d'un côté, amateur éclairé de l'autre. Ces statues existent toujours aujourd'hui. Elles ont été déplacées à la porte de Delhi du Fort Rouge, où les visiteurs peuvent les voir. 2 guerriers Rajputs montés sur des éléphants, figés pour l'éternité dans leur dernière charge. La chute de Chittor provoque un effet domino à travers tout le Rajasthan. Les royaumes Rajputs qui résistaient encore aux Moghols comprennent le message. La résistance est inutile. Akbar peut assiéger n'importe quelle forteresse aussi longtemps que nécessaire. Il a les ressources, l'artillerie et surtout la volonté de détruire complètement ceux qui s'opposent à lui. Jodhpur accepte la suzeraineté moghole. Bikaner fait de même. Jaisalmer envoie des émissaires pour négocier. Bundi, Siroi, Dungarpur, tous plient le genou l'un après l'autre. En quelques mois, la quasi-totalité du Rajasthan reconnaît Akbar comme suzerain. Seul le Mewar refuse encore. Rana Uday Singh, réfugié dans sa nouvelle capitale d'Udaipur, continue la résistance depuis les montagnes. Akbar envoie le général Hussein Quli Khan pour le capturer. Mais les collines de l'Aravalli offrent trop de cachettes. L'expédition revient bredouille après avoir pillé quelques villages. Une seconde expédition sous Asaf Khan obtient le même résultat. Les Moghols peuvent détruire des villes, brûler des récoltes, mais ils ne peuvent pas capturer le Rana qui se déplace constamment dans un territoire qu'il connaît parfaitement. Uday Singh meurt en 1572, 4 ans après la chute de Chittor. Il n'a jamais reconnu la suzeraineté moghole. Son dernier acte de défi, son fils Pratap devient Maharana Pratap, et lui transformera la résistance en Art Pratap à maintenant 32 ans. Il a vu Chittor tomber. Il a vu son père refuser de se battre et fuir dans les montagnes. Cette humiliation l'a marqué à jamais. Lui ne fuira jamais. Lui se battra jusqu'à la mort. Mais Pratap n'est pas stupide. Il a compris que les Rajputs ne peuvent pas vaincre les Moghols en bataille rangée. Chittor l'a prouvé. La supériorité numérique et l'artillerie moghole sont trop écrasantes. Il invente donc une nouvelle forme de résistance, la guérilla perpétuelle. Pratap ne défend aucune forteresse. Il n'a pas de capitale fixe. Son quartier général change constamment. Aujourd'hui dans une vallée, demain sur une crête, après-demain dans une grotte. Les Moghols ne savent jamais où le trouver. Ces guerriers frappent par surprise, tuent le maximum d'ennemis et disparaissent avant que les renforts n'arrivent. Ils attaquent les convois d'approvisionnement. Ils tendent des embuscades aux patrouilles isolées. Ils harcèlent sans cesse les garnisons mogholes. Cette guerre d'usure rend Akbar fou de rage. Il ne peut pas vaincre un ennemi qu'il ne peut pas trouver. Il ne peut pas assiéger des forteresses que Pratap ne défend pas. Toute la puissance de l'empire moghol se brise contre le vide. En 1576, Akbar envoie une armée massive sous le commandement de Man Singh, un prince Rajput allié aux Moghols, pour écraser Pratap une fois pour toutes. Les deux armées se rencontrent à Haldigati, un col étroit entre les montagnes. La bataille de Haldigati est d'une violence apocalyptique. Pratap charge personnellement à la tête de ses cavaliers, montant son célèbre cheval Chetak. Il fend les lignes ennemies comme un boulet de canon traverse du papier. Son épée, qui pèse 25 kilos, coupe les hommes en deux d'un seul coup. À un moment, Pratap affronte un éléphant de guerre. Son cheval Chetak se cabre et pose ses sabots avant sur la tête de l'éléphant, permettant à Pratap de frapper le cornac. C'est une scène qui deviendra légendaire dans l'histoire Rajput. Mais les Moghols sont trop nombreux. 20 000 contre 5 000. Pratap doit se retirer. Chetak, grièvement blessé, porte son maître jusqu'en lieu sûr avant de mourir. Pratap pleure son cheval comme un frère. Techniquement, Haldigati est une victoire moghole. Mais en pratique, c'est un échec. Pratapa surveku. Il continue la résistance. Les années suivantes voient Pratap reconquérir progressivement l'ouest du Mewar. Pas par de grandes batailles, mais par 1000 petites actions. Un fort reprise ici. Une garnison chassée là, les Moghols contrôlent toujours Chittor et les plaines, mais les montagnes redeviennent Rajput. Pratap meurt en 1597, à 67 ans, sans avoir jamais accepté la suzeraineté moghole. Il a passé 40 ans de sa vie en guerre constante contre l'empire le plus puissant d'Inde. 40 ans à vivre dans des grottes, à manger des racines quand la nourriture manquait, à fuir sans cesse. Mais il est mort libre. Et pour un Rajput, c'est tout ce qui compte. Le fils de Pratap, Amar Singh, hérite d'un royaume épuisé. 30 ans de guérilla ont vidé les caisses. Les guerriers sont fatigués. Les paysans veulent cultiver leurs champs en paix au lieu de fuir constamment les raids moghols. En 1615,
Amar Singh prend la décision la plus difficile de sa vie. Il accepte de négocier avec les Moghols. Jahangir, fils d'Akbar et nouvel empereur, est plus conciliant que son père. Il est prêt à offrir des conditions honorables. Le traité est signé. Le Méwar reconnaît la suzeraineté moghole. En échange, Amar Singh conserve son royaume, ses revenus, son autonomie interne. Il n'a pas à donner de princesse en mariage aux Moghols, contrairement aux autres royaumes Rajputs. C'est une concession symbolique mais importante. En 1616, Jahangir autorise les Rajputs à retourner à Chittor. Mais il y a une condition absolue, le fort ne doit jamais être reconstruit. Pas une seule muraille réparée, pas une seule défense restaurée. Chittor peut être un lieu de pèlerinage, un monument, un symbole. Mais jamais plus une forteresse militaire, cette interdiction est respectée. Encore aujourd'hui, 5 siècles plus tard, Chittor reste en ruine. Les murailles éventrées n'ont jamais été réparées. Les temples détruits n'ont jamais été reconstruits. Le fort est devenu un musée à ciel ouvert, témoignage figé d'une tragédie vieille de 400 ans. Dans le Rajasthan moderne, Chittor occupe une place unique dans la conscience collective. Ce n'est pas seulement un événement historique, c'est un mythe fondateur, un récit qui définit ce que signifie être Rajput. Le festival de Holi, partout ailleurs en Inde, célébration joyeuse des couleurs, est commémoré différemment à Chittor. Les habitants se souviennent que c'est le jour du massacre. Les couleurs jetées symbolisent le sang versé. La fête est teintée de mélancolie. Les noms de Jaimal et Pata sont enseignés aux enfants dès leur plus jeune âge. Chaque école du Rajasthan raconte leur histoire. Ils sont présentés comme des héros absolus, des modèles de courage et de sacrifice. Le Johar de 1568 figure parmi les 3 grands Johars de l'histoire de Chittor, avec celui de 1303 sous Alauddin Khalji et celui de 1535 sous Bahadur Shah. Ces 3 événements ont façonné l'identité rajpute moderne. Mais le Johar soulève aussi des débats passionnés dans l'Inde contemporaine. Certains le voient comme un exemple de courage féminin, les femmes choisissant la mort plutôt que le déshonneur. D'autres le critiquent comme une pratique patriarcale horrible, où les femmes étaient sacrifiées pour préserver l'honneur des hommes. Les historiens féministes soulignent que les femmes n'avaient souvent pas vraiment le choix. Le Johar était une obligation sociale, pas une décision personnelle. Refuser aurait été vu comme une trahison de toute la communauté. D'autres répondent que dans le contexte de 1568, face à l'esclavage certain et au viol systématique qui attendaient les captives, le Johar représentait peut-être le seul acte 5 sans autonomie encore possible pour ces femmes. Le débat continue, mais ce qui reste indéniable, c'est que 8000 femmes sont mortes ce jour-là dans des circonstances horribles. Leur sacrifice, volontaire ou non, mérite d'être reconnu. Le massacre de Chittor représente le moment le plus sombre du règne d'Akbar. 30 000 civils massacrés, des temples détruits, une violence qui choque même ses contemporains. Pourtant, cette tragédie marque paradoxalement un tournant majeur dans sa politique impériale. Après Chittor, Akbar réalise une vérité fondamentale. On ne peut pas gouverner un sous-continent entier par la terreur. Il peut détruire des forteresses, massacrer des populations, mais il ne peut pas construire un empire stable sur des montagnes de cadavres. La victoire lui a coûté 4 mois de siège, plus de 10 000 soldats, des millions de roupies. Et malgré tout, le Méwar refuse toujours de se soumettre. Dans les années suivantes, l'empereur adopte une approche radicalement différente. Il épouse plusieurs princesses rajputes qui jouent des rôles politiques importants. Il nomme des rajputes à des postes clés dans l'administration et l'armée moghole. Il abolit la jizya, cette taxe discriminatoire imposée aux non-musulmans, qui symbolisait leur statut inférieur. Akbar va même jusqu'à développer le din-i-ilahi, une religion syncrétique tentant de fusionner des éléments de l'islam, de l'hindouisme, du christianisme et du zoroastrisme. Cette religion ne survit pas à sa mort, mais elle démontre sa volonté de transcender les divisions religieuses qui déchirent son empire. L'empereur qui a ordonné le massacre de 30 000 hindous devient progressivement Akbar le Grand, symbole de tolérance et d'unité. Cette transformation reste l'une des plus remarquables de l'histoire impériale. Certains historiens pensent que Chittor a traumatisé Akbar. Le spectacle du massacre l'a peut-être dégoûté de sa propre violence. Ou peut-être a-t-il simplement réalisé qu'il ne pouvait pas gouverner l'Inde par la force brute. L'Akbar post-Chittor diffère profondément de l'Akbar pré-Chittor. La chute de la forteresse a changé non seulement l'équilibre politique du Rajasthan, mais aussi le caractère de l'homme qui l'a conquise.
5 siècles après le siège, quelle leçon peut-on tirer de Chittor? Sur le plan militaire, le siège démontre l'importance cruciale de l'artillerie à l'ère de la poudre à canon. Les Moghols ont gagné parce qu'ils possédaient des canons supérieurs et des ingénieurs capables de construire des sabbats sophistiqués. La bravoure pure ne suffit plus face à la technologie moderne. Mais Chittor montre aussi les limites de la puissance militaire. Akbar a pris le fort, mais il n'a pas brisé la résistance du Mewar. Pratap a continué la lutte pendant 40 ans. Le contrôle d'un territoire ne signifie pas automatiquement la soumission de son peuple. Sur le plan culturel, Chittor illustre le pouvoir extraordinaire des mythes fondateurs. L'histoire de Jaimal, Pata et des 8000 guerriers est devenue une légende qui inspire encore aujourd'hui. Les récits de sacrifices héroïques peuvent survivre aux défaites militaires et maintenir vivante une identité culturelle à travers les siècles. Sur le plan éthique, le massacre soulève des questions troublantes. Peut-on justifier le meurtre de 30 000 civils non combattants? Akbar était-il un conquérant nécessaire qui unifiait l'Inde ou un tyran sanguinaire? Ou les deux à la fois? L'histoire ne donne pas de réponse simple. Le sacrifice Rajput pose également une question centrale. Était-ce de l'héroïsme ou de la folie? Les 8000 Rajputs qui sont sortis de Chittor le 23 février 1568 savaient parfaitement qu'ils allaient mourir. Leur charge était un suicide militaire pur. D'un point de vue rationnel, leur sacrifice était inutile. Chittor est tombé de toute façon. Ces guerriers auraient été plus utiles vivants, combattant aux côtés de Pratap dans les montagnes. Mais l'honneur Rajput ne se mesure pas en termes d'utilité rationnelle. Pour eux, certaines valeurs transcendent la vie elle-même. Se battre jusqu'à la mort pour sa terre n'est pas une tactique militaire. C'est une déclaration d'identité fondamentale. Cette mentalité a permis à l'identité Rajput de survivre à travers les siècles. Les Moghols ont conquis leur terre, mais jamais leur esprit. Pratap a pu continuer la résistance pendant 40 ans, précisément parce que l'exemple de Chittor prouvait que les Rajputs préféraient la mort à la soumission. Le sacrifice de Chittor a créé une obligation morale pour les générations futures. Abandonner aurait été trahir ceux qui étaient morts. Continuer à se battre, même sans espoir, devenait la seule option honorable. Aujourd'hui, Chittor est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les murailles éventrées n'ont jamais été réparées. Les temples détruits restent en ruine. Le fort est devenu un monument figé, témoignage d'une tragédie vieille de 5 siècles. Dans le Rajasthan, le souvenir reste vivace. Le festival de Holi, célébration joyeuse ailleurs, est commémoré différemment à Chittor. Les couleurs rappellent le sang versé. Les chiffres 74-5 restent maudits, symbolisant les 280 kilos de cordons sacrés collectés sur les cadavres Rajputs. Le siège de Chittor n'est pas une simple bataille perdue. C'est un événement qui continue de résonner parce qu'il touche à des questions fondamentales sur la nature humaine. Qu'est-ce qui est plus important? Survivre ou préserver son honneur? La résistance héroïque a-t-elle de la valeur même quand elle est militairement inutile? Les 8000 Rajputs ont répondu par leurs actions. Ils ont choisi l'honneur plutôt que la survie. Leur sacrifice a inspiré Maharana Pratap, maintenu vivante l'identité Rajput, créé une légende qui inspire encore aujourd'hui. Le 23 février 1568, 8000 hommes ont prouvé qu'on peut perdre une bataille et gagner l'immortalité. Chittor est tombé, mais l'esprit de Chittor ne meurt jamais.